De quoi Éric Zemmour est-il le nom? Comment comprendre qu'un homme plusieurs fois condamné par la justice est toujours en place dans le système médiatique? On en parle avec Youssef Indy et Abdelaziz Chambi. C'est tout de suite sur Mizan TV. Éric Zemmour, le journaliste. Éric Zemmour, le polémiste. Éric Zemmour, l'incendiaire. Malgré plusieurs condamnations en justice pour provocation à la discrimination raciale et à la haine religieuse, Éric Zemmour est toujours en place dans le dispositif médiatique, puisqu'il est chroniqueur sur CNews et dispose même d'une émission entière sur Paris Première, sans même compter Le Figaro. Alors, à quelle logique correspond ce maintien en place? Pour en discuter avec nous, nous recevons aujourd'hui Youssef Indy. Bienvenue sur Mizan TV, Youssef. Je rappelle que vous êtes écrivain, conférencier et que vous êtes l'auteur, très récemment, vous êtes l'auteur du livre L'autre Zemmour chez Contre-Culture. Pour en discuter avec nous également, nous recevons Abdelaziz Chambi. Bienvenue sur Mizan TV. Vous êtes l'un des cadres historiques du milieu associatif musulman Abdelaziz. Vous avez participé notamment à la marche pour l'égalité de 1983. Vous avez également participé à la fondation et au développement de plusieurs structures associatives. On citera l'UJM à Lyon, le collectif des musulmans de France. Et vous êtes aussi le fondateur de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Alors, messieurs, je le disais pour commencer, en commencement, Éric Zemmour a été condamné plusieurs fois par la justice. Alors, en 2011, il a été condamné pour provocation à la discrimination raciale. Je vais rappeler rapidement les propos qu'il avait tenus. Donc, c'était le 6 mars 2010. Il avait dit, en gros, que les employeurs, je cite, ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs. La même année, il avait déclaré dans une autre émission à propos du contrôle au faciès que pourquoi y avait-il ce contrôle? Eh bien, parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, il avait été condamné pour provocation à la discrimination raciale. En 2018, quelques années plus tard, donc, une condamnation en 2018 pour des propos tenus cette fois-ci en 2016. Donc, Éric Zemmour avait dit, en gros, avait lancé un ultimatum aux musulmans en disant, je cite, « Il faut leur donner le choix entre l'islam et la France ». Il avait également ajouté que tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, considèrent les djihadistes comme de bons musulmans. Enfin, en 2020, le 25 septembre 2020, le tribunal de Paris a condamné Éric Zemmour en première instance à une amende de 10 000 € pour injure et provocation à la haine, cette fois-ci concernant le discours qu'il avait tenu à la convention de la droite, sur l'invitation de Marion Maréchal Le Pen. Donc, on le voit bien, au fil des années, Éric Zemmour a été l'objet de plusieurs condamnations. Malgré cela, il bénéficie toujours d'une tribune médiatique importante. Il est chroniqueur à CNews, dans Face à l'info, dans l'émission Face à l'info. Il dispose d'une émission chaque semaine entière sur Paris Première et il est présent dans le Figaro, mais aussi il est invité parfois à intervenir dans d'autres médias. Alors messieurs, ma première question, je vais commencer par Youssef Indy. Comment peut-on comprendre ce maintien en place? À quelle logique finalement institutionnelle correspond cette absence de sanctions je dirais, de sanctions médiatiques à l'encontre d'Éric Zemmour? Alors en fait, d'abord merci de m'avoir invité, je vous salue, salam alaikum. Alors il y a un double aspect en fait dans le cas de Zemmour et de son maintien dans les médias. Il y a une dimension idéologique et il y a une dimension, je dirais, oligarchique de réseau. Et en fait, les deux se recoupent parce que ce qu'on voit en France, ça remonte à loin, mais si on prend la séquence
2001-2020, c'est-à-dire 2000 plutôt, seconde intifada, 11 septembre, guerre successive américaine sous l'influence du lobby pro-israélien, des dirigeants israéliens, de ce qu'on appelle le néoconservatisme, jusqu'à nos jours. Il y a eu, à partir des États-Unis, ensuite en Europe, là, ça je le documente dans mon ouvrage, une implantation, plutôt un renforcement des réseaux néoconservateurs pro-israéliens dans toute l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, Grande-Bretagne, France, Belgique, Union européenne, donc au sein même des institutions de l'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, donc on est au milieu des années 2000, 2005, 2006, c'est vraiment à ce moment-là que tous ces réseaux avec des têtes, des oligarques connus, Sheldon Adelson, qui est mort très récemment aux États-Unis, qui est un oligarque judéo-américain, pro-israélien, likoudnik, des gens comme ça qui ont financé des groupes importants. Et on a eu, pour prendre le cas français, un rapprochement, pas seulement en France, hein, de ces milieux-là, likoudnik pro-israélien, avec tous les milieux d'extrême droite. Je vous donne un exemple. Gilles William Goldnadel, qui était vice-président du CRIF, président de l'association France-Israël, s'était rapproché de Marine Le Pen et travaillait à un rapprochement entre Marine Le Pen et l'État d'Israël. C'est un travail de normalisation. Ensuite, il a pris disons, Marion Maréchal a pris le relais de sa tante. Et elle est proche aussi de tous ces réseaux-là et de Gilles William Goldnadel. Et en fait, quand on se penche sur le discours de Zemmour, à partir de ce moment-là, son discours a évolué. Parce que certes, Éric Zemmour parlait beaucoup de l'immigration dans les années 2006, 2007, 2008, quand il était chez Ruquier, mais il couplait ça dans son discours avec la question économique, sociale, la mondialisation, la globalisation, le libre-échange, etc. Et à partir des années 2010, 2011, 2012, il a vraiment pris un tournant néoconservateur pro-israélien, ouvertement pro-israélien, où il abandonnait la dimension économique et sociale, se focalisant sur l'islam, sans oublier l'immigration, mais c'était toujours couplé, islam et immigration, pour coller en fait au discours, plutôt la stratégie de choc des civilisations portée par les néoconservateurs. Et qui est-ce qui salarie Éric Zemmour? Qui est-ce qui permet à Éric Zemmour donc d'écrire dans des journaux, en l'occurrence le Figaro, d'être présent à la télévision, etc. Ce sont ces milieux, c'est-à-dire ces oligarques néoconservateurs que j'appelle, pour que les gens comprennent bien, les milliardaires sarkozystes. C'est-à-dire M. Bolloré, Vincent Bolloré, qui était proche de Nicolas Sarkozy. Et il ne faut pas oublier que Zemmour avait fait campagne pour Sarkozy en 2006-2007. Il le connaissait déjà depuis 20 ans, mais il le présentait au public dans un article du Figaro de février 2007 comme un social-bonapartiste, alors que c'était un pro-américain, pro-israélien, et qu'il allait entraîner la France notamment dans une guerre contre la Libye. On a Dassault, donc la famille Dassault, avec à sa tête Serge Dassault qui est mort en 2018, qui salarie Éric Zemmour depuis 1996. Depuis 1996, Zemmour écrit dans le Figaro, et vous avez aussi quelqu'un qui est moins connu, donc pour mais vous, très important. vous considérez finalement que la fonction que remplirait Zemmour, disons que le fait de lui laisser une audience connaissant son discours serait d'alimenter un choc des civilisations qui profiterait à des milieux néoconservateurs, pro-israéliens, qui soient américains, européens ou ailleurs. C'est ce que vous dites. Oui, en résumé, c'est ça. C'est l'importation du discours néoconservateur pro-israélien dont Éric Zemmour, mais pas seulement Éric Zemmour, est un porte-parole. Vous avez des gens aussi comme Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy, quelqu'un comme André Berkoff aussi à la marge. Vous avez toute une série comme ça de porte-parole des intérêts pro-israéliens qui se présentent comme des grands patriotes français. D'accord. Abdelaziz Chambi, Youssef Inny nous a apporté, nous donne cet éclairage-là en faisant une lecture politique sur le néoconservatisme et la logique de clash et de conflit finalement en surinvestissant des diatribes contre les musulmans finalement pour créer des tensions. Quel regard vous portez sur ce cas Zemmour, mais disons en tant qu'emblématique, on ne s'arrête pas à la figure de Zemmour lui-même parce que finalement il y a d'autres personnes, mais disons que c'est un cas emblématique.
comment quel regard vous portez sur cette banalisation, cette quasi-institutionnalisation d'un discours qui va assez loin, hein. Parfois, je ne peux pas faire le rappel de toutes les déclarations de Zemmour, il y en a beaucoup vraiment. Mais voilà, quel regard vous portez là-dessus, regard politique, regard idéologique là-dessus? Bien sûr. Bon, moi, je partage effectivement en quasi-totalité ce qu'a dit Youssef sur le cas de Moore, parce que c'est une réalité qu'on observe. Moi, j'écoute assez les médias, j'écoute, il a cité Goldanel, je fais pas mal de routes, donc j'écoute les émissions où il intervient, et on se rend compte qu'effectivement, il y a ce courant néoconservateur, sioniste, affiché publiquement sioniste. Mais pour revenir sur le cas Zemmour, moi, je l'ai dit et je vais le redire, je l'ai dit lorsqu'elle a fait la manifestation devant CNews, je l'ai qualifié de virus islamophobe et j'ai dit que c'était un bâtard. D'ailleurs, comment on appelle, la LICRA avait menacé de déposer plainte, mais j'attends toujours parce que j'ai dit que c'était un bâtard qui était né d'une relation incestueuse entre le capital et les médias, avec la bénédiction des politiques qui ont adopté ce bâtard. Parce que voilà, quand un bâtard est né, s'il est abandonné, ben, il y en a qui se chargent de l'élever et d'en faire leur tuteur. Et c'est la classe politique aujourd'hui qui le prend comme tuteur. Et dans sa quasi-majorité, elle est en train de effectivement suivre le mouvement. C'est-à-dire l'extrême droitisation de la vie politique en France et un sort de matraquage permanent qui conditionne l'opinion publique. Et quand Zemmour fait une fixation sur l'islam avec les médias, avec ceux qui lui donnent tribune à longueur de journée depuis 2003, depuis effectivement Ruquier, il est passé dans un certain nombre de médias, il a distillé son poison islamophobe pour contaminer l'opinion publique. Et on arrive à quoi? À des sondages où on vous dit, oui, 80% des Français disent que l'islam n'est pas compatible avec la République. Bien sûr, ça c'est voilà, quand on fait une propagande, un martelage permanent sur l'opinion publique sur la question de l'islam, on arrive à ce genre de résultat. Mais bon, et pour revenir aussi sur une autre parabole sur le cas Zemmour, c'est Gérard Noiriel, j'ai lu un de ses articles, il le dit très bien, et il y a eu la période antisémite en France. Éric Drummond, à la fin du XIXe siècle, c'était le symbole idéologique. Louis Drummond, je crois. Édouard Drummond. Édouard Drummond qui a écrit La France juive, qui a brossé le tableau de l'ennemi de l'intérieur, en fait. Et 200 ans après, pratiquement, on arrive à le cas Zemmour, qui nous dit que l'ennemi de l'intérieur, c'est le musulman. Et il a glissé, comme d'ailleurs la classe politique, comme la droite et l'extrême droite, de la question de l'immigration à la question de l'islam et à la question civilisationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de nous dire que la France est en danger à cause des musulmans, comme d'autres avant lui, comme Drummond l'avait dit avant lui, la France est en danger à cause des juifs, à cause du déicide et à cause du fait qu'avec l'argent, ils mettent la France à genoux et ils tiennent l'argent en France et en Europe et dans le monde. Donc on est un peu sur une sorte un peu de similitude entre Drummond et comment on appelle, les Zemmour pour orienter l'opinion publique vers la diabolisation, vers la stigmatisation des musulmans de France. Et tout est mis en œuvre pour en faire effectivement les nouveaux juifs des années 2000-2020. Dieu sait dans combien de temps on verra la fin de cette escalade islamophobe. Donc voilà, moi, que dire de lui, c'est un pollueur, c'est un polémiste. Bon, j'ai vu qu'il a raté son concours à l'ENA à 2 reprises. Donc, il a peut-être aspiré à être intellectuel. Il n'a pas eu le bagage pour ça. De toute façon, l'école est fermée. L'école va être fermée par Macron à Prenton. Oui. Enfin, non, ils vont changer l'établissement. Voilà. Ouais. Donc il n'a pas eu sa chance à l'ENA. Donc, il s'est rabattu sur les médias, à essayer de faire le polémiste, à écrire des livres et teintés de démagogie et de comment dirais-je, de raccourcis politiques, de raccourcis intellectuels pour réduire la vie de la France et les malheurs de la France à la présence des musulmans dans ce pays. Voilà, c'est un va-t-en-guerre, c'est quelqu'un qui est dangereux pour le public.
on va en reparler. Alors, Youssef, est-ce que on a comme l'impression, ce que disait Abdelaziz Chambi, rappelait un petit peu le contexte politique en France, on peut quand même se poser la question si Éric Zemmour ne surfe pas sur une vague de fond. On parlait des théories du grand remplacement, de Camus, de Renaud Camus. Il y a un contexte, il y a eu des attentats également. Donc, une espèce de contexte avec une montée en force d'idées qu'on entendait ou de discours qu'on entendait plutôt historiquement du côté de ce qu'on appelle l'extrême droite française et qui effectivement a glissé progressivement vers le centre et même des partis, même au Parti socialiste, on entendait des gens comme Valls, Manuel Valls, qui reprenaient des éléments de langage de ce type de discours-là. Donc finalement, est-ce que Zemmour est quelqu'un qui surfe sur cette vague en radicalisant le discours, finalement, ou est-ce que vous dites que non, c'est tout à fait autre chose, il se situe dans une autre posture, même s'il adopte ce discours-là. Voilà. Quelle est votre vision là-dessus? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs phénomènes. Le discours sur le grand remplacement n'est pas focalisé sur la religion musulmane. Il s'est focalisé sur les questions migratoires, notamment de ces dernières années, qui résultent en particulier des guerres successives menées par les puissances occidentales sous l'influence des Américains et des Israéliens. Alors que Éric Zemmour va recouvrir la question migratoire, disons, par le verre de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Africains subsahariens chrétiens ou animistes, il n'y a plus de variété de migration, il y a simplement une invasion islamique avec un projet de domination. Alors que si on prend la question migratoire, on doit traiter de la question migratoire déjà commencer sur le plan intellectuel en prenant le problème globalement. C'est-à-dire que la question des mouvements migratoires est directement liée au système de libre-échange, c'est-à-dire à la destruction économique de l'Occident par les délocalisations et l'utilisation d'une main-d'œuvre peu coûteuse. Ça, c'est la dimension économique. Il y a aussi la dimension géopolitique, c'est-à-dire, souvenez-vous, lorsque, sous l'influence notamment de Bernard-Henri Lévy, Sarkozy a déclenché la guerre contre la Libye, Kadhafi, avant de mourir, avait dit imbécile que vous êtes en train de détruire le verrou qui empêche les déferlantes migratoires. Ce n'est pas quelque chose qui est automoteur, ça a des causes et des finalités. Et ce qui est intéressant, c'est que après la destruction de la Libye et les guerres précédentes, Irak, etc., qui ont été causées, je le dis et je le répète, par les lobbyistes pro-israéliens, notamment des gens comme Bernard Lewis, dont se réclame Éric Zemmour. Vous avez des mouvements migratoires qui ont été appuyés à la suite de la destruction de ces pays-là par des organisations comme celle de George Soros et qui permettent ensuite à des gens comme Éric Zemmour d'utiliser ce discours de guerre civile. Et ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre cette question-là, ces différents réseaux, en les combinant et en comprenant l'articulation de leurs différents discours. Quand un Bernard-Henri Lévy dit « j'aime voir des soldats français aller se faire trouer la peau en Afrique et qu'ils poussent la France dans des guerres successives », et qu'ensuite Éric Zemmour dit à la Convention de la droite « les Français de souche doivent se lever et se battre », c'est-à-dire contre leurs voisins de palier musulmans, on comprend qu'en fait, ce discours forme un tout. Il y a celui qui va envoyer la France dans des guerres extérieures et celui qui va essayer d'entraîner la France dans une guerre civile. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une logique là-dedans. On n'a pas affaire à des individus autonomes. Et quand on prend de la hauteur et qu'on fait une analyse géopolitique et idéologique, on voit que tout se recoupe. Parce que dans le discours d'Éric Zemmour, au lieu de dire, par exemple, il y a un problème d'immigration, mais ce problème d'immigration vient
du système économique mondial inégalitaire. Il vient des guerres provoquées notamment par les réseaux de conservateurs, Dont etc. participe la France, système économique mondial dont participe la France-Afrique, les ventes d'armes de la France en Afrique, etc. Donc c'est aussi, alors c'est pas le sujet de l'émission, ça pourrait nous éloigner, mais bon, je vous laisse quand même conclure là-dessus pour peut-être faire le lien avec ce que je veux dire là, c'est qu'ils ont chacun un rôle et personne ne va remonter à la cause du problème. Quand Éric Zemmour parle de l'immigration, il ne va jamais remonter à la cause de l'immigration. Au lieu de ça, il va se réclamer de Bernard Lewis, par exemple. Il le dit, hein, il parle de Samuel Huntington, chef de civilisation, qui est un orientaliste, détenteur des 3 nationalités britanniques, israéliennes, américaines, qui est un spécialiste du monde musulman et qui a, au début des années 2000, avec le lobby pro-israélien auquel il appartient, convaincu les dirigeants américains de déclencher la guerre en Irak. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le discours d'Éric Zemmour consiste à pointer du doigt les effets, mais sans jamais remonter aux causes. Parce que lorsqu'on remonte aux causes, on trouve des gens qui appartiennent au réseau et à la communauté à laquelle il appartient. Alors, avant de redonner la parole à Abdelaziz Chambi, alors pour vous, c'est quoi? C'est de la mise en scène quand la LICRA et l'UEJF attaquent Zemmour? Parce que dans les 3 condamnations que j'ai rappelées tout à l'heure, alors il y a eu plusieurs associations, hein, ce n'était pas juste la LICRA, l'UEJF, il y avait le MRAP, il y avait SOS Racisme, il y avait même Capgipo Euro-Palestine qui avait obtenu une condamnation de Zemmour en 2010. Même CRI aussi a obtenu sa condamnation, hein, première instance. Exactement. Mais vous aviez la LICRA et l'UEJF, qui sont des associations qui sont souvent présentées comme plutôt pro-israéliennes en France, et qui ont attaqué et obtenu une condamnation de Zemmour. Donc c'est quoi? C'est de la mise en scène parce que finalement, en obtenant une condamnation de Zemmour, elle contribue à sa délégitimation médiatique et publique. Donc comment vous comprenez cette contradiction? Alors, au contraire, ça ne mène pas à sa délégitimation. Ça mène à la légitimation d'Éric Zemmour en tant qu'opposant au système et opposant aux organisations antiracistes. Parce que concrètement, il y a une de ces dernières condamnations qui s'élevait à 10 000 euros. 10 000 euros. Vous savez ce que c'est 10 000 euros pour Éric Zemmour? Pour Éric Zemmour, 10 000 euros, c'est à peu près 4 jours de plateau télé. Et encore, je suis gentil. Son salaire, avant d'être chez CNews, oscillait entre 20 000 et 30 000 euros, avant même d'être chez CNews. Éric Zemmour, quand il sort un livre, il a des 4x3 dans la rue pour faire la promotion de ses livres. Il est partout à la télévision. Et quand les médias de gauche l'attaquent, ils ne font que le valider dans sa posture de droitard, même de droitard racialiste. Donc, quelque part, c'est un peu comme un investissement pour Éric Zemmour. Payer 10 000 euros par an. Donc, c'est une victime pour vous. Ça le victimise, c'est ça? Plus que ça, ça le valide en tant qu'opposant. Ça lui donne une sorte de décoration de combattant de ce système. En fait, c'est un système qui est clos, où vous avez la partie gauche et la partie droite qui occupent le terrain, un terrain bien délimité avec des règles qu'ils respectent. Et comme je le dis au début de mon ouvrage, ils ne vont jamais aller aussi loin que je le fais par exemple dans mon ouvrage, de peur de le faire sortir du jeu. On pourrait faire sortir du jeu Éric Zemmour en le discréditant, en le confondant, en le mettant face à ses contradictions, ses mensonges, ses falsifications. Mais ils ne le font jamais, parce que le théâtre de l'opposition droite-gauche doit continuer et doit se poursuivre. Et quand on regarde dans le détail le discours d'Éric Zemmour, on se rend compte que une des thèses de mon livre, c'est que le rôle d'Éric Zemmour est de protéger l'oligarchie. Je vais vous donner 2 exemples durant la période de Covid, très rapidement, de Covid-19 pour que ce soit actuel. À partir de mars, un certain nombre de plaintes ont été déposées contre les dirigeants, des ministres et anciens ministres, par des avocats, notamment Divizio, pour avoir mis en danger la population française à cause de la mauvaise gestion. Eh bien, Éric Zemmour a accusé cet avocat qui portait plainte contre des ministres. Il lui disait « c'est à cause de vous que l'on ne déconfine pas suffisamment vite ». Et là, récemment, quand les Français se sont offusqués de voir des ministres
passer des soirées ensemble dans des restaurants, etc., alors que les Français sont confinés depuis un an. Et il a dit, je suis sidéré par les réactions de la population française. Il dit, j'y vois là une sorte de germanisme. Il n'est pas loin de dire qu'en réalité, les Français sont presque des nazis parce qu'ils demandent des comptes à des ministres qui, eux, s'amusent dans des restaurants alors qu'eux sont confinés depuis un an. D'accord. Voilà, j'ai monopolisé la parole, je la rends. Voilà, on va laisser la parole à Abdelaziz. Une question, Abdelaziz, et après, vous pouvez aussi réagir au propos de Youssef. Comment vous voyez les rapports de l'ensemble de la classe politique française par rapport à cette mutation idéologique du discours politique de choc des civilisations dans l'espace public français? Je vous pose cette question parce que on voit bien qu'une mécanique qui est assez bien huilée aujourd'hui en France, au niveau électoral, je parle, où il s'agit de faire monter le Front National, au Rassemblement National aujourd'hui, au maximum pour obtenir un deuxième tour avec Marine Le Pen, Macron ou quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que pour vous, le cas Zemmour peut aussi correspondre au maintien de cette mécanique qui finalement semble profiter à l'appareil politique français? Oui, bien sûr, mais c'est un acteur politique de fait. Même s'il ne fait pas de la politique, c'est un acteur de politique. C'est devenu le nouveau curseur de la vie politique depuis quelques années, Éric Zemmour. Et la preuve, c'est que quand quelqu'un est condamné à plusieurs reprises par la justice, c'est-à-dire que c'est un multirécidiviste, et que vous avez un employeur qui le garde et qui le promeut et qui le défend, ben ça montre déjà qu'il y a une perversion du système, quelque chose qui tombe pas rond. À ma connaissance, et en plus de deux poids et deux mesures, je veux dire, il est devenu plus que flagrant. On a à l'esprit l'affaire Dieudonné, qui est banni des médias, alors qu'il n'a pas autant de condamnations que Zemmour. Pourtant, Zemmour continue à se pavaner, continue à être le curseur de la vie politique sur l'échiquier droite et extrême droite en France. C'est quelqu'un qui aspire même, enfin certains nous parlent même des candidatures d'Éric Zemmour à la présidentielle. Bon, il ne le fera pas, bien évidemment. Il va alimenter, il va encourager peut-être même pas Marine Le Pen. Je veux dire, Marine Le Pen, elle devient presque modérée vis-à-vis de lui et même de M. Darmanin. C'est pour dire. C'est-à-dire qu'on a la classe politique, y compris le gouvernement actuel, qui est en train de faire la course dans le marécage nauséabond de l'extrême droite, en disant, Madame Le Pen, vous n'allez pas assez loin. Donc c'est plus Marion Maréchal qu'Éric Zemmour viserait peut-être à l'avenir et serait prêt à soutenir. Et je ne sais pas, enfin, j'ai regardé un petit peu les analyses qui sont faites sur une candidature potentielle. Bon, il n'a pas les bases, il n'ira pas, mais en tout cas, c'est un sacré carburant pour l'extrême droitisation de la vie politique en France. C'est quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un qui vit et qui construit son idéologie et sa vie politique politico-médiatique sur la haine de l'autre, sur la haine de l'étranger. C'est quelqu'un qui est dangereux. C'est quelqu'un qui est obsédé par la disparition de la France. Et en fait, il contribue à faire disparaître les valeurs de la France, ses idéaux. C'est quelqu'un qui est en train de faire ce que disait Maurras. D'ailleurs, quelqu'un qui se réclame de Bonaparte, de Drummond, de Maurras, de Pétain. Je veux dire, quelle image on peut se faire d'un homme politique ou d'un acteur de la vie politique comme lui? C'est un danger et pourtant aujourd'hui, le gouvernement, on le voit avec la loi contre le séparatisme, des amendements, alors des amendements républicains, d'ailleurs, les républicains qui sont proposés pour interdire les mamans voilées aux sorties scolaires, donc c'est passé au Sénat. Donc, une espèce d'acharnement législatif contre les musulmans en France. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous le disiez, de toute façon, ça rejoint ce que vous disiez sur Marine Le Pen, elle semble aujourd'hui une centriste. Elle semble être plus une centriste centre-droit quand on voit la politique qui est menée aujourd'hui. Donc finalement, Zemmour est dans la rhétorique et dans la violence rhétorique, d'une certaine manière, mais en face, il y a comme une politique qui, elle, s'incarne dans des textes de loi et qui se met en place progressivement. Mais c'est justement, Zemmour est une des locomotives de ces politiques-là, justement. Quand il fait une focalisation sur l'islam, sur le djihad, sur la charia, etc., et que l'opinion publique suit, parce que Zemmour, il a une popularité, il fait de l'audimat, et c'est pour ça que Bolloré le garde d'ailleurs, c'est parce qu'il fait de l'audimat, et que leur Dieu, c'est l'argent, c'est effectivement la domination par l'argent, entre autres.
Et donc, ils ont tout intérêt à garder un bonhomme qui leur fait de l'audimat. Résultat, donc, ils conditionnent l'opinion publique. Et comme les élections approchent, eh ben, la classe politique, les candidats en course, eh ben, ne vont faire que suivre un bonhomme qui vous parle de la charia, qui dit qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est la charia. Il parle même de la colonisation inversée, comme si aujourd'hui les immigrés ou les musulmans en France étaient en train de piller la France, étaient en train de mettre en esclavage littéralement le peuple français pour engraisser l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ou je ne sais quoi. Donc c'est un truc insensé. Et pourtant, ça passe. Quand on dit la France est colonisée, l'identité française est en danger, eh ben, c'est en train de passer comme une lettre à la poste, et la classe politique surenchérit, et oui, et notre identité, et la France est en danger, et notre citadelle, il faut la protéger, etc. etc. Donc, c'est un pollueur qui arrive à intoxiquer la classe politique et l'opinion publique. Pour moi, je dis honnêtement, c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est un pouce au crime. Quand on voit, c'est Maurras qui le disait, c'est son référent idéologique, c'est qu'il disait que la haine de l'étranger, c'est un très bon ciment pour l'identité nationale. Alors, quel est l'intérêt pour l'État, pour les gouvernements successifs, pour la classe politique et pour les élites françaises en général, d'alimenter un conflit qui pourrait déboucher. On a vu une enquête de Mediapart avait révélé récemment qu'il y avait une filière néo-nazie dans l'armée française, les légionnaires, etc. Donc, quel est l'intérêt finalement pour les élites françaises et pour le système politique en place d'alimenter ce risque de conflit qui serait extrêmement dangereux également pour eux? Donc, comment on peut comprendre ça? Il n'y a même pas besoin de ça. Il n'y a même pas besoin de faire référence à l'extrême droite ou aux nazions qui sont dans l'armée et ailleurs, aux identitaires en France. La France a une politique coloniale. Elle n'a jamais changé de posture. Elle a une politique coloniale. Elle procède d'un impérialisme, d'une domination des pays du Sud. Aujourd'hui, elle est sur 5 guerres successives, en même temps, parce qu'elle défend ses intérêts, parce qu'elle est dans cette volonté impérialiste de dominer le monde, de piller les pays du Sud, de déclencher des guerres pour détruire un certain nombre de pays, dont l'Irak, qui était à la pointe des pays arabes. Je veux dire, elle n'a même pas besoin de ça. Ça, c'est, j'allais dire, pour la galerie, ça. C'est comment dirais-je, la criminalisation des musulmans dans ce pays. C'est parti effectivement avec le 11 septembre. Le monde s'est scindé littéralement en deux. Tu as les dominants et tu as les dominés. C'est exactement le manichéisme de Bush. Comme il s'appelle, Zemmour, c'est un petit Bush en puissance. C'est vous êtes avec moi, c'est-à-dire ceux qui ont peur pour l'identité française, ceux qui ont peur du grand remplacement, ceux qui ont peur de la charia. Alors pour lui, le gamin qui a tué Samuel Paty, c'est l'application de la charia. Je n'ai pas vu moi où la charia disait qu'elle allait tuer un professeur qui montrait une caricature. Enfin, voilà. Donc il y a tout ça, c'est presque de l'amusement, c'est de la musgueule pour la galerie en interne. Mais en réalité, il y a une politique néocoloniale. Il y a les nouvelles guerres coloniales que la France mène au Niger, au Mali, en Libye, etc., qui justifient la criminalisation de ceux qui… D'ailleurs, je l'avais dit l'autre fois, j'avais fait, je sais pas, une intervention, je disais, on ne combat pas n'importe quel islam. On ne combat pas, on combat l'islam qui résiste. On combat les musulmans qui résistent. Mais les musulmans Beni-Woubi, les Chalroumi, même ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, moi j'interviens sur les réseaux sociaux et j'ai dit pourquoi les députés musulmans au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y en a pas mal. Pourquoi ils ne disent pas un mot sur ce qu'on subit actuellement en France? Pourquoi ils ne disent rien sur la politique islamophobe, ouvertement islamophobe, du gouvernement actuel français? Pourquoi ils ne peuvent pas aller interpeller l'ambassadeur chez qui certains vont boire le coup? Ils sont invités régulièrement chez l'ambassadeur de France à Rabat ou à Tunis, mais ils ne sont pas capables de dire quelque chose parce qu'ils sont à leur place. C'est-à-dire qu'ils sont à la place de dominer. Ils sont dans ce système, dans cette mondialisation qui est dominée par le colonisme, par l'impérialisme. Donc lui, il alimente la machine à son niveau. Donc le gouvernement français, pour être cohérent avec lui-même, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas, parce que quand il a fait les lois sur l'état d'urgence, il a montré qui comme ennemi potentiel, les musulmans. Donc, il a convergé. Donc, il y a une continuité. Il y a une continuité politique. Il y a une continuité, il y a une convergence entre le discours de populiste démagogique de Zemmour et la mise en place de l'institutionnalisation d'une islamophobie d'État. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Youssef Indy, sur la même question, quel est l'intérêt finalement pour l'ensemble, hein, je ne parle pas seulement des réseaux ou des milieux d'influence qui seraient pro-israéliens,
mais je dirais la totalité du spectre politique, sauf si vous considérez que la totalité du spectre politique français aujourd'hui fait partie de ce réseau-là. Quel serait son intérêt finalement de déclencher ou d'alimenter ou d'encourager une espèce de fracture nationale qui pourrait déboucher sur une guerre civile. Bon, je n'aime pas utiliser ce terme parce que c'est un peu le pompier pyromane, mais en tous les cas, voilà, des tensions qui feraient que fragiliser le système. Comment on peut comprendre ça? Alors, déjà, il faut préciser une chose. L'État français n'est pas piloté par un seul réseau. Moi, quand je vous ai parlé des réseaux derrière Zemmour, je parle des réseaux derrière Zemmour. Maintenant, si on parle de l'État français, il est piloté par des individus qui… Prenons par exemple Macron. Macron, c'est à la fois l'énarchie, c'est la défense des LGBT, donc proche des lobbies et des tendances gay ou gay-friendly, et c'est la banque Rothschild. Durant cette période-là de Covid-19, on a vu au grand jour la puissance des lobbies pharmaceutiques qui exercent leur influence sur l'État français. Donc, en fait, l'État français, comme un certain nombre d'États occidentaux, sont des appareils qui ont été investis par des puissances d'argent, des lobbies, des réseaux. Donc, je veux dire, il y en a une multitude, pharmaceutiques, bancaires, maçonniques. J'ai parlé de Dassault, donc effectivement, l'armement. J'ai pas eu le temps de parler de d'Iskandar Safa, le patron de Valeurs Actuelles, qui fait de la promotion pour Éric Zemmour, qui est un milliardaire libanais, proche des Saoudiens, qui fait des affaires depuis longtemps avec les Saoudiens, qui a négocié des contrats d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite, et qui est proche de Sarkozy, qui était proche hier de Pasqua. Donc, pour revenir à votre question, les représentants de ces puissances d'argent, parce que l'État français, la France n'est plus un pays souverain, je dirais, ils sont pilotés par cette puissance d'argent et par Bruxelles et par Washington via l'OTAN. Donc, stratégiquement, en fait, c'est très simple à comprendre. Quand vous êtes dans une période de crise, de révolte, notamment avec les Gilets jaunes, mais je veux dire, l'État français anticipait les Gilets jaunes. Moi-même, je l'ai anticipé dans des articles depuis 2015. Donc, vous imaginez bien que les services de renseignement français et ceux qui sont à la tête de l'État français l'ont anticipé. Donc, dans une période de révolte économique et sociale extrêmement dure, qui commence en 2018, mais qui n'est pas terminée. C'est pas terminé. Votre stratégie, du point de vue de l'État, moi je me mets du point de vue de l'oligarchie, c'est de dévier cette colère vers un tiers. Des contre-feux, quoi. Créer des contre-feux. Oui, on en revient à la théorie de Carl Schmitt, c'est la désignation de l'ennemi principal ou ennemi secondaire. Donc, le travail d'Éric Zemmour et de toute cette clique, en fait, qui représente pas seulement les réseaux pro-israéliens, mais en fait l'oligarchie qui pilote l'État français, c'est de désigner un autre ennemi au peuple français en dehors de son ennemi principal. En fait, l'ennemi principal prioritaire du peuple français, quelle que soit leur confession, c'est les 0,1% qui pilotent l'État français. Voilà. Le rôle de Zemmour, c'est de dévier cette colère vers des gens, une catégorie de la population qui n'a pas le pouvoir. Parce qu'en France, les musulmans, on ne peut pas dire que ce soit une catégorie organisée qui a le pouvoir ou qui pilote l'État. Les musulmans de France, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, ça me permet de pointer du doigt une contradiction. Éric Zemmour, qui est totalement cohérent avec les intérêts de ses patrons, dit « Je suis favorable à l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Nous sommes ensemble en Libye, etc. » Donc, quelqu'un qui tape sur les musulmans au quotidien dit parallèlement je suis favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite. En réalité, c'est cohérent, c'est totalement cohérent, puisqu'on le sait, les Saoudiens sont très loin de soutenir les musulmans à travers le monde, ils sont plutôt à l'origine de la mort de centaines de milliers de musulmans. Donc, pour résumer, cette stratégie consiste à dévier la colère du peuple français qui est rentré dans une séquence de révolte de plus en plus violente. Si je peux me permettre, peut-être, Foued, juste pour compléter ce que dit Youssef, ce n'est pas que ça, moi je dirais, parce que on sous-estime l'islam en tant que spiritualité, en tant que religion, en tant que force de transformation du monde. On l'a vu dans l'histoire, je veux dire, des empires sont tombés avec l'arrivée de l'islam. Donc ce n'est pas que de la diversion, ce n'est pas, je trouve un peu, comment dirais-je, un peu, comment dirais-je, court de résumer. Alors, pour aussi élargir la question des liens avec les dictateurs, avec l'Arabie Saoudite,
les liens avec l'argent, c'est aussi les liens avec les dictatures. C'est-à-dire qu'avec toutes les dictatures arabes, la France a toujours été là. Jusqu'à la chute de Ben Ali, ils étaient prêts à envoyer de nouvelles armes pour mater le peuple, etc. Donc, ce n'est pas que les monarchies pétrolières, c'est-à-dire que ce n'est pas que comment dirais-je, les lobbies financiers. Ce n'est pas que les lobbies financiers, c'est aussi une posture, comment dirais-je, d'attaque frontale de l'islam qui est en train de faire évoluer les sociétés du Sud. On voit depuis à peu près 30 ans, chaque fois qu'il y a une élection, les musulmans arrivent à faire aujourd'hui, Nahda en Tunisie par exemple, même si ce n'est pas voilà, économiquement, politiquement ma tasse de thé, n'empêche qu'ils sont là, ils arrivent à avoir le pouvoir par les voies démocratiques. Ça veut dire que l'islam est un élément qui travaille les sociétés du Sud et qui travaille aussi les sociétés du Nord, quoi que l'on dise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui résistent par rapport à un certain nombre comment dirais-je, d'injonctions culturelles, politiques, identitaires, et qui disent non, moi je ne veux pas. Et la force de cet islam qui n'a pas de clergé et auquel on cherche à imposer un clergé en France en disant le grand moufti, on avait le grand moufti, un clown de Marseille qui n'avait pas de mosquée, on nous l'avait érigé en grand moufti. Aujourd'hui, on nous parle du grand imam. Donc, on est en train de vouloir nous ériger à tout prix une sorte de hiérarchie, une sorte comment dirais-je, de clergé qui n'existe pas pour justement museler. La charte sur les imams qui est en train d'être discutée aujourd'hui, la loi sur le séparatisme, tout ça, ce n'est pas que de la diversion, Youssef. C'est une volonté manifeste de museler ceux qui sont capables d'allumer des éléments de transformation. Aujourd'hui, les gilets jaunes, ils n'ont pas besoin que de pain. Ils ont besoin aussi de valeurs, ils ont besoin d'idéal, ils ont besoin d'un monde meilleur. Les altermondialistes qu'on a fréquentés, nous musulmans, on a vu comment il y a eu une symbiose avec des gens qui cherchent un autre monde, qui cherchent d'autres relations humaines, d'autres relations au pouvoir, d'autres relations à l'argent, d'autres relations à la planète. Donc, il y a ça. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Les intérêts riba sont interdits dans l'islam. C'est rien que ça, déjà. Les intérêts bancaires, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, les intérêts bancaires. C'est d'ailleurs ce qui a causé la crise financière de 2008. Rien que ça, si on se met à la place des dirigeants, à la place des fonds de pension, à la place des spéculateurs, à la place de ceux qui aujourd'hui sucent le sang du peuple mondial, eh bien, il ne pourrait que trembler. Il ne pourrait que trembler à l'idée que comment dirais-je, la vision de l'intérêt dans l'islam, qui est une guerre à Dieu et son prophète, puisse être répandue, partagée. L'idée de zakat, par exemple, l'idée de donner obligatoirement 2,5% de sa zakat au fonds public, à la question, au fonds de soutien, la fameuse sécurité sociale, ça serait ça. Ça aussi, ce sont des hantises, parce qu'il y a aussi des chercheurs, il y a aussi Bernard Lewis, il a étudié l'islam et l'orientalisme, il a fait son travail à ce niveau-là, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont dans les ministères, qui étudient ces questions-là et qui tâtent le pouls de la population et qui voient très bien que quand on a 52% des jeunes qui sont interviewés par l'IFOP et qui disent « moi, je n'ai pas de problème avec le port du foulard à l'école », ça interroge les politiques, ça fait même paniquer les politiques. Ça veut dire qu'ils se disent que demain, ces jeunes-là, ceux qui sont aujourd'hui la France de demain, vont peut-être adopter l'islam comme mode de vie, comme référence spirituelle ou identitaire ou philosophique ou je ne sais quoi, ou économique ou sociale. Donc il y a aussi ce volet-là, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que malgré ce qu'ils font, les choses avancent quand même. Donc l'islam, pour vous, est aussi une menace, enfin est perçu comme une menace du fait qu'elle pourrait constituer une alternative civilisationnelle, économique, culturelle, politique, dans un contexte de sécularisation, avec un vide religieux en France, hein, il faut bien le dire, une déchristianisation importante, enfin une sécularisation de la France, qui est le pays le plus sécularisé du monde occidental d'ailleurs. Ouais. Mais on parle d'euthanasie, on veut tuer les gens aujourd'hui, on parle d'étaler l'avortement à 9 mois. Mais attends, mais c'est un truc, c'est de l'eugénisme. C'est-à-dire ça, c'est contraire même à toutes les religions, c'est pas à l'islam. Donc aujourd'hui, on voit une course à la destruction de l'humanité. Et ça, ils savent très bien que l'islam ne le veut pas. Pas que l'islam d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, j'en appelle aux chrétiens aussi pour qu'ils se réveillent et pour dire, aujourd'hui, il y a des choses, il y a un rôle à jouer pour éviter qu'on parte dans l'abîme. Alors, un mot de Youssef, je voudrais vous poser une question après Youssef. Je vous laisse déjà réagir. Oui, j'aimerais répondre parce que ça, c'est quand même un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et même écrit, c'est-à-dire le travail de destruction de l'islam comme la destruction du catholicisme par exactement les mêmes réseaux et les mêmes moyens. J'ai écrit des ouvrages sur la question, par exemple, le premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme, ne traite pas seulement des origines du sionisme messianique et du choc des civilisations, mais aussi de la destruction de l'intérieur de l'islam et du catholicisme. Et pour revenir, alors,
je peux pas tout développer dans une Oui, c'est un vaste sujet, on ne pourra pas le traiter aujourd'hui. En fait, tout est connecté. Mais pour revenir à la France, il faut pas oublier que, je le disais récemment lors d'une conférence donnée aux étudiants musulmans de Château-Chinon, et d'ailleurs, je disais, si on regarde l'histoire de la France, plutôt l'histoire de la République et le rapport de la République au catholicisme, ce que sont en train de vivre les musulmans aujourd'hui, c'est un mélange, en fait, c'est une sorte de fusion de la gestion républicaine du catholicisme. Il faut pas oublier, hein, ils traînaient dehors les prêtres, ils ont dissous les congrégations religieuses. Il y a eu une guerre menée contre le catholicisme. Et aujourd'hui, on voit une fusion entre cette tradition laïcarde anti-catholique et la gestion de l'islam au temps des colonies. Donc en fait, les musulmans en France, ils ont les deux en un, ils ont le double traitement, ils ont la double peine. Et en fait, on ne peut pas comprendre cette relation de la République à l'islam si on ne connaît pas cette histoire de la relation de la République au catholicisme. Et en fait, l'islam est un peu comme une résurrection d'une religion orthodoxe dont ils se sont débarrassés. Ils se sont débarrassés du catholicisme, ils ont fait venir des immigrés, et ils croyaient que ces immigrés-là allaient se laïciser et oublier leur religion. Il s'avère que non, et donc ils voient l'islam comme un nouveau danger religieux. Donc en fait, on a vraiment affaire, j'ai consacré un ouvrage à la religion de la République, la mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. En fait, on a affaire à une forme de religion dans la République, on peut l'appeler religion athéiste, qui ne peut pas supporter l'existence d'une religion traditionnelle sur son territoire. Ils ont détruit le catholicisme et là, ils sont en train d'essayer de détruire l'islam, et en plus avec quelque chose de très pervers, théorisé par Alain Bauer. Donc, je suis désolé, mais il est franc-maçon, lui-même revendiqué, grand maître du Grand Orient, une stratégie reprise aussi par Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il dit, Bauer? Il dit qu'il faut que la tradition laïcarde et catholique s'unissent contre, en gros, l'islamisme. Donc, en gros, nous, la République, nous avons détruit le catholicisme, vous êtes plus bactère, mais maintenant, on va vous utiliser, vous devez vous allier avec nous contre les musulmans. Je voulais quand même vous poser une question, Youssef, là-dessus, sur les idées de Zemmour. On l'a dit, il y a quand même beaucoup de thèmes, d'éléments, de rhétorique qui sont empruntés, qui existent déjà dans certains courants aussi nationalistes. Hein. Alors, je voulais faire une petite parenthèse, par exemple, sur égalité et réconciliation, que vous connaissez bien. On se souvient que Soral avait dit que Zemmour lui avait piqué beaucoup de ses idées. Ça, c'était une déclaration. Il a dit, voilà, Zemmour m'a piqué beaucoup de mes idées sur le désir, enfin sur la séduction, sur l'immigration. Précisément sur le féminisme. Parce qu'Alain Soral a publié un livre. Mais pas seulement. On voit beaucoup de. Vous-même, vous aviez signalé des propos sur Zemmour, que Zemmour parlait de la délinquance musulmane, je crois, dans une précédente intervention. On retrouvait aussi des propos de ce type. Donc finalement, est-ce que, pour clarifier un peu votre position par rapport à ça, est-ce que pour vous, ce type de position idéologique ou politique qui existe chez Zemmour, mais pas seulement chez Zemmour, sont condamnables en soi, en elles-mêmes, hein, c'est-à-dire où qu'elles sont. Lesquelles précisément Alors, ça peut être sur. Précisément, par exemple. Ça peut être des propos sur des amalgames qui sont créés sur les musulmans, ça peut être sur l'immigration. Alors, quand je dis l'immigration, c'est y compris le fait de considérer que finalement, les Français de confession musulmane, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France, qui ont vécu en France, finalement, sont pas des Français comme les autres et qu'une remigration est possible. On entend ce type de propos dans les courants nationalistes. Hein. Les islamo-racailles, par exemple. Alors, islamo-racailles, délinquance musulmane, etc. Donc, il y a quand même une porosité et certains liens qui existent. Alors, avec une différence quand même sur la question du sionisme, c'est vrai, il y a quand même une scission majeure. Mais est-ce que finalement, ces positions, pour vous, elles sont condamnables partout, quels que soient les courants, ou est-ce que l'antisionisme justifierait une différence là-dessus, quoi? Voilà. Pour clarifier un peu. En fait, la question n'est pas très claire, mais je vais essayer de la clarifier et puis d'y répondre. Vous parlez par exemple des formules comme islamo-racaille. Moi, par exemple, c'est pas une formule que j'utilise parce que pour moi,
il y a un antagonisme entre islam et racaille. Mais quand Alain Soral disait islamo-racaille, il parlait de gens qui sont en fait des racailles et qui ne sont pas des musulmans, puisque l'islam n'est absolument pas compatible avec la voyoucratie, mais plutôt une forme de wahhabisme. Et là, effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire que sur le plan de la géopolitique ou même dans les quartiers, il y a des types qui ont adopté le wahhabisme, c'est-à-dire une tendance hérétique de l'islam qui a été exclue de l'islam par les ulama à l'époque au XVIIIe siècle, qui avait embrigadé un certain nombre de bédouins qui pratiquaient le vol, la razzia et le massacre des autres musulmans, et une certaine attitude proche de la voyoucratie et du deal. Il y en a. Même moi, j'en ai connu. J'ai vécu un certain nombre d'années à Gennevilliers et je traînais dans tous ces quartiers-là. Il y avait des types pour qui une certaine forme de l'islam, qui est en fait une hérésie, qui croit être en fait une orthodoxie, qui est en fait le wahhabisme, est compatible avec cela. Et ça a conduit d'ailleurs un certain nombre de gars à partir en Syrie et croire que tuer des femmes et des enfants était compatible avec l'islam. Mais moi, personnellement, je n'utilise pas ce type de formule et ce n'est pas l'idée. Mais l'idée défendue par Éric Zemmour n'est pas celle, après vous pouvez inviter Alain Soral pour qu'il s'explique là-dessus, mais n'est pas celle d'Alain Soral, parce que Éric Zemmour dit l'islam, vous avez parlé tout à l'heure de l'égorgement de Samuel Paty, il dit en fait l'islam invite à la voyoucratie, à la délinquance, au meurtre, etc. C'est absolument condamnable. C'est pas condamnable parce que c'est méchant, c'est condamnable parce que c'est faux. C'est théologiquement, islamiquement faux. Or, ce ne sont pas des propos qui ont été tenus. Alors, il y a quand même... Parce que si je me souviens bien, au début d'Égalité et Réconciliation, ce que disait Alain Soral, c'était la réislamisation des jeunes de banlieue éloigne justement de la délinquance. C'était ça son discours dès le départ. Je pense que là-dessus, il n'a pas varié. Il y avait aussi une séquence qui était toujours avec Zemmour, où il lui disait finalement de prouver qu'il était français et d'aller jusqu'au bout en se convertissant au catholicisme. Je me souviens de cette formule. Ça entretient quand même l'idée que finalement, les Français authentiques et légitimes, ce seraient ces Français qu'on dit parfois les Français de souche, et que finalement, les Français de confession musulmane, de deuxième, troisième, quatrième génération, ne seraient pas dans une égalité légitime d'appartenance à la nation française, et que finalement, il faudrait longer les murs ou considérer finalement qu'on aurait de la chance d'être né en France, etc. Donc, est-ce que peut-être la question que je vais poser, la dernière question que je vais poser pour rebondir sur cette polémique, je donnerai la parole à Abdelaziz et après je vous arrête tout de suite. Parce que moi, je m'appelle Youssef Indy, je suis l'auteur de 7 livres, là je viens d'en sortir un 8e, et je ne suis pas le porte-parole de telle ou telle organisation. Et pour être encore plus précis, je ne suis pas membre d'Égalité et Réconciliation. J'ai 3 éditeurs. J'ai un éditeur qui est Sigest, un éditeur historique, qui est arménien. Je ne suis pas porte-parole des Arméniens. On ne m'a jamais assimilé au combat pour les Arméniens. J'ai un éditeur K Édition qui est en Tunisie, éditeur tunisien, je ne suis pas son porte-parole. Et 2 de mes livres sont édités effectivement par Contre-Culture. Je ne suis pas membre d'Égalité et Réconciliation, je ne suis pas le porte-parole d'Alain Soral. J'ai ma propre œuvre, en fait, et j'ai ma propre pensée. Je sais que parfois c'est difficile. C'est pour ça que je vous posais la question, pour essayer de comprendre la cohérence. La cohérence, ce n'était pas une accusation. Il y a une cohérence, en fait, il y a une cohérence dans mon propre discours. Il n'y a pas une cohérence entre les différents discours des gens avec qui je peux travailler ou être en collaboration. C'est à eux qu'il faut demander s'ils sont cohérents sur la durée par rapport à leurs écrits et de leur demander de s'expliquer. Même moi, je ne peux pas entrer dans la tête de tel ou tel intellectuel, même si je les connais, et dire voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il a derrière la tête quand il dit ceci ou cela. C'est intellectuel, ce serait intellectuellement malhonnête. Je ne voudrais pas qu'on parle à ma place et je ne parle pas à la place des autres. D'accord. Si je peux me permettre peut-être un mot sur cette problématique-là. Et après, je poserai la dernière question. Allez-y. Oui, juste un petit mot quand même. On ne peut pas nier que Zemmour, que Soral a des accointances, comment dirais-je,
même s'ils ne s'en réclament pas, ils ont des accointances. Il y a une forme de suprémacisme blanc. L'autre, il nous parle de la suprématie de la culture française et de l'identité française. L'autre, il est sur le même registre. Quand il parle de l'islamo-racaille et des Bosniaques et du Kosovo comme étant de la racaille, etc., une sorte de diabolisation des musulmans et de sorte de, comment dirais-je, comment on appelle ça, de mise sur un piédestal des Serbes, etc., qui ont massacré à Srebrenica et ailleurs. Et quand il lui parle d'islamo-racaille, moi, je vois des similitudes. Je suis désolé. Quand un bonhomme te dit publiquement, Horia Boutelja, si elle était en Algérie, elle serait toute sur le front, elle irait cinq gosses et elle irait chercher l'eau au puits, etc. C'est du colonialisme pur, c'est du suprémacisme blanc. C'est grâce à M. Soral et M. Zemmour que Horia Boutelja a fait des études, ou que l'Algérie, elle avait 85-95% de gens alphabétisés avant que la France n'arrive. Il faut arrêter. Enfin, voilà. Donc, on ne peut pas. D'accord. On va sortir de. Je vais couper. Juste finir, Youssef, s'il te plaît. Moi, je finis juste quand même mon point de vue là-dessus, parce que moi, Soral m'avait invité à débattre avec lui, je ne le connaissais même pas à l'époque. Comme ça, au pied levé, je suis allé voir c'est quoi ce phénomène. Et je me suis rendu compte, effectivement, après coup, en me disant, mais attends, le mec, c'est un suprémaciste blanc. C'est un mec qui est nostalgique de l'empire colonial français. Demain, tu lui donnes le pouvoir, il va asservir les Arabes et les Noirs comme l'ont fait ses ancêtres. Je suis désolé. Voilà. Pour terminer là-dessus, juste pour préciser, Alain Soral est sous le coup de plusieurs condamnations. Il est actuellement exilé en Suisse et s'il remettait les pieds en France, il serait en prison comme l'est actuellement Hervé Ryssen. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'Alain Soral soit quelqu'un qui soit proche du pouvoir. Et non, je ne dis pas c'est au niveau philosophique et politique. C'est au niveau philosophique et idéologique qu'il est sur le même registre que ces gens-là, que les identitaires, comment il s'appelle, que Zemmour, etc., que l'oligarchie aujourd'hui. C'est quoi? C'est une question de domination, c'est une question de rapport de force avec les pays du Sud. Je veux dire, quand le mec qui te parle des Serbes qui ont massacré, qui fait l'éloge de la Russie, qui a massacré la moitié du peuple tchétchène, etc., c'est normal, c'est pas normal. D'accord. Alors, voilà. Très bien. Bon, on a clarifié la question. Ma dernière question, et ça permettra de faire la suite de cette discussion, c'est finalement, on voit bien qu'au cœur de ces discussions concernant les Français de confession musulmane, mais pas seulement, les Français qu'on présente parfois comme issus d'immigration. Bon, après, on peut se poser la question, au bout de combien de générations il faudra rompre avec ce type de formule. On sent bien que la question du rapport à la France se pose toujours, de manière implicite ou pas, et qu'entre ces deux extrêmes ou ces deux pôles, à la fois un pôle qui proclamerait des injonctions à une forme d'assimilation, où il faudrait changer de prénom, renoncer à la visibilité religieuse, etc., et un autre pôle qui serait en rupture radicale avec le rapport à la France, l'appartenance à la France, qui est vécu naturellement par ces Français. On voit bien que le chemin est difficile. Donc, comment vous voyez tous les deux quelques pistes, parce que c'est un vaste sujet également, mais ça permettra de conclure cette émission. Comment échapper à ces deux extrêmes finalement et se frayer sa propre voie vers la France, vers son histoire, la petite histoire, je dirais, dans la grande histoire de la France. Youssef pour commencer et Abdelaziz conclura. En fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, je veux dire, il n'y a pas, si vous discutez avec les différentes générations de musulmans en France, ils n'ont pas tous exactement le même état d'esprit. Il y en a, moi, par exemple, je suis né au Maroc. Donc, je ne suis pas de la deuxième ou troisième génération, je suis moi-même un immigré. Donc, je suis beaucoup plus imprégné de ma culture marocaine. Ma langue maternelle n'est même pas le français, vous voyez, c'est la mazir, le berbère, ma langue maternelle. Donc, je ne peux pas dire, comme Éric Zemmour, être français, c'est ça, et voilà le modèle à suivre. D'autant plus que beaucoup de musulmans en France n'ont pas forcément envie de s'assimiler ou de s'adapter exactement de la même façon. Par contre, si on regarde les chiffres, les statistiques, on voit que entre 20% et 30% des Maghrébins sont
sont mariés à des Françaises de souche. Donc la question de l'intégration ne se pose même pas, parce qu'il y a des liens matrimoniaux qui sont déjà établis. Donc, la question ne se pose pas. Après, il y a des gens qui ont toujours vécu à la marge, quand vous êtes né dans une cité, quand vous n'avez vu que des HLM toute votre vie, et qu'on vous dit « Ah, mais maintenant, il faut vous assimiler ». S'assimiler à quoi exactement? D'autant plus que les Français eux-mêmes, lorsqu'ils sont sondés, on leur dit, je crois, il y a eu un sondage IFOP il y a 1 ou 2 ans, sur la République, les valeurs de la République, etc. Et 3/4 des Français, presque, répondent que pour nous, ça ne signifie rien, que la République ne signifie rien du tout. Donc, les Français de souche eux-mêmes ne croient même pas en ce système républicain, et pour eux, c'est quelque chose de totalement creux. Donc, c'est une question très compliquée qui a à voir avec l'identité, qui a à voir avec l'histoire, et qui a à voir aussi avec la religion. Parce que une civilisation, c'est aussi d'abord une religion. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a détruit la religion catholique, qu'il y a eu une américanisation, une libéralisation des mœurs et de la culture française. Et donc, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, lui dire tu vas t'assimiler, mais t'assimiler à une culture qui a été détruite parce que sa religion a été détruite, c'est quelque chose de très compliqué. Et là, on en revient à ce que disait Abdelaziz tout à l'heure, c'est quelle est la contribution des musulmans en tant que musulmans dans la construction, la reconstruction de la nation française. Et pour ceux qui ont une défiance vis-à-vis de l'islam, on peut leur dire, mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez des gens qui sont musulmans? Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des Français convertis à l'islam. Donc, oui. c'est des gens de plus en plus, oui. Qui ne peuvent aller. Parce qu'on peut parler de remigration pour des gens qui ont des liens familiaux ou économiques avec l'autre versant de la Méditerranée, mais vous dites quoi à des Français qui sont de confession musulmane? Ils vont aller où? Ils sont bien porteurs d'une culture française et des valeurs qui sont islamiques. Pour en revenir à mon travail, parce que je m'attendais quand même à un reproche, parce que je suis assez proche de certains milieux de droite catholique, etc. Parce que moi, je fais... C'était pas un reproche, c'était une clarification par rapport à la cohérence. Par rapport à la cohérence du propos. Moi, en fait, quand on me lit, on se rend compte que je suis très cohérent. Mais les gens qui me questionnent sont en général des gens qui ne m'ont pas lu, et je suis obligé de faire ce travail d'explication. C'est que quand vous vivez dans une société, vous êtes musulman et que vous êtes par exemple un chercheur comme moi, parce que je suis d'abord un chercheur, vous vous adressez aux personnes qui ont le plus de préjugés à votre égard par rapport à votre religion et qui ont le plus de défiance. Donc moi, je pourrais très bien avoir un discours consensuel et être invité sur les plateaux de télé et dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais moi, j'ai pris le parti d'avoir un discours qui est radical, au sens latin, au sens de revenir à la racine, et de communiquer, et d'essayer d'expliquer ma vision des choses, et entre autres, ma religion et l'histoire des rapports entre le monde musulman et le monde chrétien, à ceux qui sont le plus méfiants et à ceux qui peuvent nous considérer comme des ennemis, ou nous qu'on considérerait comme des ennemis. Et ce travail-là, c'est pour ça que je le dis, ce travail-là il y a des effets très positifs dans des milieux que vous ne soupçonneriez pas. Voilà. Je terminerai sur ce mot. Abdelaziz Chambi, donc, quelle voie se frayer pour les Français de confession musulmane pour enfin avoir une identité apaisée, un rapport à la France qui soit apaisé et qui ne soit pas pris en ballottage entre certaines postures de l'extrême droite sur l'assimilationnisme ou certaines postures de la rupture radicale avec la France. Voilà, comment vous voyez la chose? Alors, ce n'est pas ni dans l'assimilation, ni dans le rejet. L'enfermement sur soi, c'est source d'appauvrissement, y compris génétique. C'est, comment il s'appelle, Albert Jacquard, le généticien, qui a démontré que quand une entité se replie sur elle-même et se reproduit entre elles, elle dégénère, j'allais dire, sur plan physique, sur plan, comment on appelle ça, là, sur plan génétique, etc. Donc, ce n'est pas non plus l'assimilation, c'est-à-dire le rejet de ce qu'on est, sachant qu'on est porteur de quelque chose de très important. Quand on est musulman, rien, et ils ont beau dire qu'il faut que la loi de la République soit au-dessus de la loi de Dieu, rien ne pourra enlever
cette hiérarchisation dans le cœur du musulman entre Dieu et ses créatures. Ça, c'est clair. Alors, en même temps, l'enjeu pour les musulmans, pour l'avenir, c'est de faire en sorte que l'islam ne soit pas l'islam zombie. Moi, j'écoutais un jour, je ne sais plus comment il s'appelle, la démographe, la Fassin. Emmanuel Todd. Emmanuel Todd qui a dit une formule choc qui m'a vraiment frappé, qui m'a fait l'électrochoc. Il a dit le christianisme est devenu zombie. Et c'est vrai. C'est-à-dire catholique zombie. Il a dit qu'une religion, effectivement, qui n'a plus d'effet sur l'évolution du monde, sur l'avancée du monde, sur l'avancée de la société, sur les rapports humains, c'est une société, c'est une religion morte. Et un autre savant musulman début du XXe siècle disait une foi qui n'entraîne pas l'action, c'est une foi morte. C'est-à-dire que si la religiosité chez nous n'entraîne pas la volonté d'aller vers la justice et la transformation sociale pour plus de justice, c'est une fausse religion. Donc l'islam, il a cet avantage qu'il n'y a pas de clergé, même si certains veulent le lui imposer, ils ne pourront jamais changer les convictions fondamentales et l'intimité des musulmans. Donc moi je leur dis, enfin ce que je vois en tout cas, c'est un enracinement dans ces sources religieuses, dans cette spiritualité, dans cette religion qui est l'islam, tout en parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Ceux qui font, ils font croire aux gens, oui, c'est où la République ou l'islam. C'est pas vrai. C'est tout à fait compatible. La preuve, c'est qu'il y a plein de républiques aujourd'hui régies, c'est-à-dire par des systèmes parlementaires ou présidentiels, qui vivent l'islam, les musulmans, ils ne sont pas en contradiction. Nous, on vit ici, on n'est pas en contradiction. On n'est pas en train de se tirer les cheveux tous les matins pour savoir est-ce que ce que je fais, c'est conforme à l'islam ou à la République, ou est-ce que je vais vers la... Non, c'est de la poudre aux yeux. Par contre, en termes d'organisation, on a tout à faire. On n'a aucune force. Les musulmans, pourquoi tout le monde marche dessus? Pourquoi tout le monde les piétine? Pourquoi n'importe quelle personnalité politique ou médiatique ou intellectuelle qui veut se faire une publicité tape sur les musulmans? Parce que c'est une population, c'est une minorité faible. C'est la politique des lâches. Les gouvernements successifs et tous ces émotions, ce sont des lâches parce qu'ils ne s'attaquent pas aux lobbies puissants. Ils ne s'attaquent pas à des communautés fortes. Qui s'attaquent aux LGBT aujourd'hui? Qui s'attaquent aux Juifs de France aujourd'hui? Parce qu'il y a des institutions. Il y a, en dehors du lobbying, etc., et des forces constituées à travers leur réseau, nous, aujourd'hui, on a des modèles. Aujourd'hui, quand je vois une institution comme le CRIF, qui fait un repas annuel dans lequel on voit 23 ministres de la République et 2 présidents venir se bousculer pour avoir la bonne place, etc., et voir, c'était à l'époque Fillon, je crois que c'était Premier ministre, voir le président du CRIF le sermonner, l'engueuler comme un gamin en classe, parce qu'il a osé laisser l'Iran s'intéresser à son bombe atomique. Mais j'hallucinais, je disais, mais ça, c'est de la force. Ça, c'est la force pure. C'est de la force pure. C'est-à-dire une république avec 23 ministres de présidents qui s'inclinent aux injonctions du CRIF. Donc moi, on ne veut pas faire du truc, nous, on n'est pas communautaire. Nous, l'universalisme, c'est l'islam même. Pour moi, l'islam est universaliste. Donc moi, je ne vais pas manger de ce pain-là. Par contre, en termes d'organisation, pourquoi aujourd'hui il y a la LICRA, par exemple, qui a plusieurs décennies, arrive presque un siècle. L'affaire Dreyfus, ça a été un électrochoc. Nous, on n'a pas eu Dreyfus, on ne va pas sacrifier quelqu'un de chez nous pour arriver à obtenir des droits. Mais on peut s'organiser, nous aussi, à organiser des structures. Aujourd'hui, si quelqu'un touche les cheveux d'un juif, que ce soit un homme politique, un enseignant, un intellectuel, un journaliste, sa carrière, elle est brisée, elle est foutue. Si quelqu'un ose dire la moitié ou le quart de ce qu'il dit sur les musulmans, par rapport aux Juifs, il perd sa carrière, il est mort socialement, politiquement. Donc nous, si demain on crée quelque chose, et d'ailleurs ce sur quoi on est arrivé, moi ça fait plus de 45 ans que je milite, et j'arrive à cette conclusion en me disant, ce sont ni les pétitions, ni les manifestations, c'est l'organisation, c'est faire en sorte que nos enfants fassent les meilleures études, qu'ils arrivent à casser le plafond de verre, qui monte le plus haut possible. Parallèlement, qu'on organise, nous, non pas des manifestations, des pétitions, mais des outils juridiques. Créer une force, par exemple, qu'on est en train de faire, le Fonds de défense des musulmans. Fonds de défense juridique et judiciaire international des musulmans. Parce que la France, aujourd'hui, elle est en train j'allais dire, excusez-moi le terme, de piétiner, j'allais dire un gros mot, de piétiner les musulmans, parce qu'ils n'ont pas en face quelqu'un qui est capable de dire il faut qu'on défende nos frères musulmans en Occident. Comme a dit Fillon par rapport aux chrétiens d'Orient. Juste fini. Le CRIF, c'est qui? C'est Israël. Il y a une puissance derrière, il y a un État derrière qui fait la pluie et le beau temps dans pas mal de contrées sur cette terre. Pourquoi nous, par exemple, la Turquie, je dis, bon, personne va dire, non, l'OTAN, ok, donne-moi quelqu'un, donne-moi un dirigeant arabe, musulman, ce que tu veux, qui est capable aujourd'hui de dénoncer, même si c'est avec du calcul politicien, on n'est pas dupe, on n'est pas tombé de la dernière pluie. Mais il faut aujourd'hui qu'un pays, alors il y a eu l'Iran avec la révolution en 79,
qui a laissé croire cet espoir. On a vu comment ils l'ont fracassé jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, on n'a pas cette force-là. Alors, utilisons les forces qu'on a intérieures, c'est prendre les meilleurs avocats en France, en Europe, dans le monde s'il le faut, et intenter des procès, non pas à Zemmour, mais à Bolloré, à Renaud. Très bien, l'organisation, très bien. Vaste sujet sur lequel, je l'espère, nous aurons l'occasion de revenir prochainement. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Donc, de quoi Éric Zemmour est-il le nom? Je pense que vous avez tous les deux apporté des réponses à cette question. Je rappelle, Abdelaziz Chambly, que vous êtes militant historique du milieu associatif musulman. Je rappelle, Youssef Indy, que vous êtes écrivain et que vous êtes l'auteur, justement, ça tombe bien, d'un ouvrage sur Éric Zemmour qui s'intitule « L'autre Zemmour ». On va mettre la référence. « L'autre Zemmour » aux éditions Contre-Culture. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Et c'est vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Mizane TV.